Bonjour à tous. Allez, une nouvelle semaine qui commence. Alors, vous avez dû voir avec les informations, donc notre carte de France dit zone rouge pour l'Oise, ce qui fait que pour l'instant, il n'est pas question d'une reprise le 18 mai, mais ça va évoluer, donc il faut bien que vous suiviez cette carte. En tout cas, nous, on s'y prépare, j'ai pas mal de réunions, ce qui fait que je serai peut-être un tout petit peu moins disponible aussi. En communication avec vous. Mais bon, de toute façon, je maintiens bien entendu 4 vidéos par semaine, sauf cette semaine parce que c'est encore une semaine à jour férié. Quelle chance! Alors, le programme, justement. Donc, nous avons fini notre séquence sur les contes merveilleux et nous passons à la poésie. Donc aujourd'hui, je vous présente ce que c'est que la poésie, même si je me doute que vous savez déjà. On va travailler à partir de la page 207 du manuel rouge, donc voilà, vous pouvez le prendre avec vous. Et je vais vous présenter aussi le recueil de poèmes que je vous ai fabriqué pour qu'on puisse en lire et en étudier. Voilà, donc pour demain, mardi, vous aurez le cours page 207 à apprendre qu'on va détailler ensemble. Justement, demain, on verra la page 198 du manuel, qui nous donne aussi beaucoup d'indications sur ce qu'on appelle la versification ou encore la métrique, hein, c'est-à-dire l'art de faire de la poésie, de fabriquer de la poésie, d'écrire des vers. Donc on va voir pas mal de vocabulaire de la poésie justement à cette occasion. Et donc j'ai créé aussi un chapitre 1 que nous étudierons qui va redire en partie ce qu'il y a dans la leçon page 198. Voilà. En parallèle, dans notre cahier d'exercice, on va s'attaquer au niveau de langue, page 108, et donc vous aurez toute une tripotée d'exercices à faire pour jeudi. Plus ce fameux chapitre 1 à relire. Alors, je ne vous demande pas de l'apprendre parce qu'on va utiliser les mots que contient ce chapitre vraiment énormément. Donc, vous allez les apprendre au fur et à mesure qu'on va les manipuler et les employer. Et ça vous paraîtra bien plus facile d'apprendre vraiment la leçon une fois que ils vous seront devenus plus familiers. Jeudi 7 mai, la vidéo donc contiendra une correction des exercices page 108-109, une petite explication des leçons pages 112 et 116 qui sont des leçons de vocabulaire à chaque fois, puisque quand on est sur une séquence sur la poésie, j'en profite quand même pour placer pas mal de vocabulaire à ce moment-là. Et donc nous étudierons également dans la vidéo de jeudi le poème qui s'appelle Le temps a laissé son manteau. En réalité, c'est pas vraiment son titre, c'est juste le début du premier vers parce que le poème n'a pas de titre. Et donc, pour le lundi 11 mai, vous voyez, je vous donne pas mal d'exercices à faire, mais c'est dans le cahier d'exercice, donc ça va quand même assez vite et vous avez un week-end de 2-3 jours, donc je suis sûre que ça va aller. Alors, pour nos petites affaires en cours, les questions donc qui ont été posées par Priam, par Valentin, alors il ne me semble pas avoir lu, mais j'ai peut-être raté, hein, la réponse à la question qui était comment les harengs communiquent-ils? Par contre, j'ai bien vu la réponse aux sorties des astronautes de l'ISS dans l'espace, donc 6 heures ou 8 heures selon qui a répondu. Alors il faut que Priam vous départage. D'autre part, à propos de l'ISS, savez-vous que Thomas Pesquet a lancé un concours? Alors, Thomas Pesquet a lancé un concours pour que nous, donc tous ceux qui veulent, hein, que nous puissions nommer sa prochaine mission. Donc le nom de sa dernière mission était Proxima, ce qui veut dire la prochaine en espagnol, mais ça vient du latin qui veut dire Proxima la plus proche. Donc c'était une allusion peut-être à la prochaine mission, la plus proche, sous-entendu peut-être l'ISS, c'est le plus proche endroit depuis lequel on peut voir la Terre voilà, depuis l'espace. Bref, donc cette interprétation du mot proxima était multiple. Et voilà, il cherche un nom et nous pouvons faire des propositions. Donc si ça vous tente, vous allez chercher sur Internet quelque chose du type Thomas Pesquet concours nom mission, et puis vous allez tomber sur le site. Il y a à gagner un écusson brodé, alors j'espère signé aussi, je n'ai pas trop regardé dans les détails, j'espère signé par Thomas Pesquet. Voilà. Alors, nous débutons notre poésie. Je fais un petit tour dans le drive avec vous. Donc,
Voilà, le drive ressemble à ça toujours. Donc dans vos comptes racontés par vous-même, on a 3 fichiers. Éloi vient, à l'instant, vous voyez, samedi 14h32, de mettre, son fichier, donc c'est super, on en a 3. J'attends, soit que vous les mettiez ici directement, donc c'est bien, moi ça me fait des surprises, soit vous les envoyez par mail et je les mets moi-même, dedans. Voilà, donc profitez-en, à la clé des compétences vertes. Et puis à la clé surtout le plaisir pour vous de vous entendre les uns les autres. En tout cas, moi je prends beaucoup de plaisir à vous écouter. Voilà. Ensuite, dans les leçons, il y a des choses qui ont disparu. Donc, tout ce qui concerne les comptes, c'est rangé dans un nouveau sous-répertoire qui s'appelle Séquence 3, les comptes merveilleux. Et donc quand on va dans les leçons, on a l'impression que tout a disparu, mais en réalité, c'est rangé ici. Par contre, ce qui arrive ici, vous voyez, ce qui est nouveau, c'est un recueil de poésie, on va en parler dans très peu de temps. Alors justement, à propos de recueil de poésie, savez-vous, à quoi on reconnaît de la poésie? On va aller faire un petit tour, dans votre manuel scolaire. Alors je crois que je ne l'ai pas noté malheureusement, ça doit être page 196 je crois, le début, du recueil sur la poésie. Voilà. En tout cas, il faut que vous alliez à la page magma, ça doit être 196, il me semble, ou 194 peut-être. Donc là, vous avez à l'évidence un poème. Et puis, si on regarde la page d'à côté, ça, à l'évidence, ça n'est pas un poème. Mais pourtant, donc on appelle ça un poème, on va voir pourquoi, et ça, on appelle ça de la prose. Alors la différence, elle tient dans quelque chose de tout simple qu'on appelle la mise en page. Vous voyez ici donc, ça a l'air tout bête, hein, la phrase ne va pas jusqu'au bout de la ligne. On a des blancs partout. Ici, on a juste un mot, il se réveille à virgule, tout ça, un seul mot, virgule, éructa, un seul mot, virgule. On passe son temps à aller à la ligne. On passe son temps à sauter des lignes et on met des majuscules partout. Alors c'est pas le cas ici d'ailleurs, hein, un poème, il y a des règles plus ou moins strictes selon les siècles, mais en tout cas, là, c'est un poème moderne, on ne trouve pas de majuscules partout, mais on trouve des retours à la ligne absolument partout. En revanche, dans la prose, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la ligne va d'un bord à l'autre de la page, mais ça ne suffit pas. Ce ne serait pas suffisant pour décider que ça n'est pas un poème. Parce que je vais vous montrer justement, dans le recueil de poésie, vous allez voir, je vais à la fin, voilà. Ce petit poème ici, qui s'appelle Aux portes d'Aérea, c'est de la prose. Hein, la ligne, elle va bien du début jusqu'à la fin. Eh bien pourtant, c'est un poème. Ah! Alors, pour être sûr que ce qu'on a comme prose ici est ou n'est pas de la poésie, il faut encore se pencher plus près et lire. Donc on va lire. Les éruptions volcaniques. Lorsqu'il remonte à la surface, le magma forme des poches sous la croûte terrestre, puis jaillit par des fissures. Les volcans ainsi créés crachent des nuages blancs de vapeur et de gaz, des cendres et des scories, petits fragments de roches et de lave, ainsi que de petites bombes de lave durcie. Je ne vais même pas jusqu'à la fin, je sais qu'ici j'ai plutôt un texte documentaire. Maintenant que vous êtes extrêmement familier des contes de fées ou des épopées d'Ulysse, vous savez bien que les récits d'aventure, par exemple, ne sont pas de la poésie. En revanche, si je vais lire ce texte, qui est tout à fait en prose ici aussi, hein, regardez. Aux portes d'Aérea. L'heureux temps. Chaque cité était une grande famille que la peur unissait. Le chant des mains à l'œuvre et la vivante nuit du ciel l'illuminaient. Le pollen de l'esprit gardait sa part d'exil. Mais le présent perpétuel, le passé instantané, sous la fatigue maîtresse, ôtèrent l'hélice. Marche forcée au terme épars, enfants battus, chaumes dorés, hommes sanieux, tous à la roue. Visée par l'abeille de fer, la rose en larmes s'est ouverte. Alors j'ai pris exprès ce poème qui est vraiment très difficile à comprendre parce qu'on a l'impression au début, on pourrait presque se faire avoir. L'heureux temps, bon, bah ça c'est un complément circonstanciel, pas de problème. Chaque cité était une grande famille que la peur unissait, le chant des mains à l'œuvre et la vivante nuit du ciel l'illuminait. On peut croire qu'on commence à nous raconter une histoire. Mais quand on lit la suite, oulala, en fait c'est une succession d'images, un peu comme si on était dans un rêve. J'aime beaucoup d'ailleurs la dernière phrase. Et on peut rêver ou on peut imaginer
tout ce qu'on veut avec ces mots qui sont là. Alors ensuite, on peut voir que, si on étudiait, plus précisément, hein, ce sont des mots qui ne sont pas très positifs. Donc quand je dis imaginer tout ce qu'on veut, peut-être pas tout ce qu'on veut, il y a quand même quelques petites choses, hein. Marche forcée, enfant battu, tous à la roue, ça c'est peut-être pas très positif. Puis on a le mot larme par exemple là. Mais en tout cas, on peut rêver à certaines significations et on voit bien que ce petit texte en prose ne nous raconte pas une histoire, mais cherche à nous faire partager des sensations, des sentiments. Donc c'est ça la poésie. La plupart du temps, ouf, heureusement pour nous, on reconnaît la poésie du premier coup d'œil, au fait qu'on a donc des lignes qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc c'est le cas ici, c'est le cas dans ces poèmes-là qui sont dans les pages d'après. Là, il y a même un petit jeu avec l'écriture du point d'exclamation que vous voyez dans plus, plus, plus. On peut se dire que cet auteur-là, il s'est pas tellement, tracassé, hein, ça c'était pas un poème très difficile à faire. Oui, mais fallait y penser. Donc il y a des poèmes qui sont des petits clins d'œil rigolos aussi. Les haïkus, peut-être connaissez-vous, donc ce sont, voilà, on vous dit une forme poétique japonaise, de 3 vers seulement, donc quelque chose de très court. Là, on distingue bien une forme avec des strophes, des blancs entre chaque strophe, des vers, c'est-à-dire des lignes qui ne vont pas jusqu'au bout. Voilà, donc je vous introduis déjà quelques termes qu'on va revoir juste après comme strophe et vers. Voilà, ici même chose et puis on peut même faire des poèmes qui ressemblent à des dessins, pourquoi pas? Vous reconnaissez, une petite, araignée ici. Heu, un autre dessin ici avec comme, un palmier, le tronc ici et puis les branches ou peut-être voulez-vous voir une fleur? Bah oui, c'est possible. Voilà, donc la poésie déjà, on repère à la mise en page que c'est de la poésie et puis attention, parfois c'est trompeur, il faut aller voir un petit peu plus que la mise en page parce qu'il existe donc de la poésie en prose, c'est-à-dire en texte comme ceci. C'est évidemment pas du tout le plus courant et surtout ça correspond au XXe siècle. Avant le XXe siècle, c'est inimaginable de faire des poèmes de ce type, également inimaginable de faire des poèmes en forme de dessin d'ailleurs. Alors donc justement, nous allons commencer à voir un petit peu de vocabulaire de la poésie en allant regarder la page 107 de votre manuel. Donc la poésie se distingue de la prose, c'est ce que je viens de vous montrer, par l'écriture en vers et ou une forme et une disposition particulière sur la page. D'accord? Donc il existe des poèmes en prose, mais c'est vraiment très rare. Donc on va retenir surtout que la poésie, elle se distingue par une mise en page. Et donc le fait que la ligne n'aille pas de bout en bout, hein, de gauche à droite, eh bien on va appeler ça du coup un vers. D'où le mot de versification que j'ai cité tout à l'heure, qui est l'art de faire des vers, d'écrire des vers. Alors, le rôle des poèmes donc. Alors là, je vous donne cette leçon à apprendre et on l'explique en même temps. J'attends de vous que vous reteniez bien ce qui est en caractère gras, hein, dans votre livre. Donc les poèmes, à quoi ils servent? Donc ils ne racontent pas une histoire, ça peut arriver, mais c'est pas le plus courant. Surtout donc ils cherchent à s'adresser à notre sensibilité. Donc ils vont décrire, on vous dit des éléments de la nature, raconter des histoires chargées d'émotions. Alors, c'est peut-être pas, vraiment raconter des histoires au sens, comme dans les contes de fées, hein, parce que dans un poème, c'est quand même très court, mais en tout cas, d'accord. Raconter des petits morceaux de vie, qui cherchent à donc développer les émotions, l'imaginaire. Ils expriment des sentiments, l'amour, la joie, la tristesse. Ils font réfléchir sur les grands thèmes de la vie, hein, vous l'avez là, par exemple la fuite du temps ou bien la mort, qui est une question, essentielle à notre vie, l'avenir de la terre et cetera et chose très importante aussi, dans les poèmes, on joue avec, le sens des mots et des sonorités. Ça, c'est vraiment, une caractéristique de la poésie. En sixième, on a donné un thème, parce que la poésie c'est très très vaste, on a donné un thème pour la classe de sixième qui est la création. Et ce thème est très intéressant, je l'aime beaucoup parce qu'on peut le comprendre de deux façons. La création du monde, donc là on va avoir des poèmes tournés vers la nature par exemple, ou la création du poème lui-même. Il y a des poèmes qui expliquent comment on doit bien faire un poème. Donc je vous ai mis un petit mélange des deux dans le recueil. Alors, on a besoin déjà ensemble de connaître un petit peu de vocabulaire. Je pense que, de votre CM2, vous devez connaître certains mots. Donc on vous dit que le poème,
il a une certaine architecture, c'est-à-dire une certaine disposition sur la page. D'abord, on va repérer les strophes. Donc les strophes, ce sont des petits paquets de vers. Donc le vers, c'est la ligne. On vous dit bien, là, le vers n'occupe pas toute la ligne, commence par une majuscule en général, comporte un certain nombre précis de syllabes. Alors, pas toujours, c'est-à-dire que avant le 19e siècle, pendant le 19e siècle, oui, le vers comporte un nombre de syllabes bien précis, c'est très codifié. Et à partir du milieu du 19e siècle, 20e, 21e, on a un mélange de poésie qui respecte des règles très strictes avec des nombres précis de syllabes et de poésie qui prennent beaucoup de liberté et donc qui vont aller, comme on l'a vu, jusqu'à faire des poèmes en forme de dessin. Mais donc, sur la plupart des poèmes que vous rencontrerez, on a donc un nombre précis de syllabes dans chaque vers. On vous dit qu'un vers ne correspond pas nécessairement à une phrase. Et oui, parfois une phrase se compose de 4 vers par exemple et fait une strophe complète. Donc la strophe, c'est le regroupement de plusieurs vers. Alors on vous met ici quelques termes, j'y reviendrai dans la leçon. Quand 4 vers sont regroupés, on appelle ça un quatrain, 3 vers, un tercet. Donc là, ce sont les nombres latins qui sont là, hein, 4, quatrain, ter, en latin tertri, c'est 3. Donc voilà, 3 strophes. Et comment est-ce qu'on voit une strophe? Eh bien, elle est séparée de la strophe qui suit par un blanc sur le texte, bien sûr. On vous parle ici du calligramme, donc le poème en forme de dessin, inventé par Guillaume Apollinaire. Donc qu'est-ce qui est encore indispensable? Dans un poème, ce qui est indispensable, c'est la musique, la sonorité, les sonorités. Donc par exemple, les rimes. Vous connaissez très bien ce que sont les rimes, hein. Ce sont des sons qui reviennent à la fin du vers. On va voir que les rimes, elles ont une disposition, il y a 3 dispositions possibles pour les rimes. On verra ça ensemble dans la vidéo de demain. Et puis, quand on veut faire des répétitions de sons à la fin du vers, donc ça s'appelle des rimes, mais on peut faire aussi des répétitions de sons dans le vers. Si ce sont des répétitions de consonnes, on appellera ça allitération. Donc là, ça fait partie du vocabulaire à apprendre, mais surtout, vous allez le retenir mieux quand on l'aura beaucoup employé dans des analyses de texte. Et si c'est une répétition de voyelles, donc voyelles, c'est A, E, I, O, U, mais en fait, on va aussi ajouter OU, un, en, on, hein, toutes les nasales, comme on les appelle. Donc toutes ces voyelles, on appellera ça, la répétition de toutes ces voyelles, ce sera des assonances. Donc voilà, on aura l'occasion de revoir ces termes-là. Et puis enfin, quand on fait de la poésie, on aime jouer avec les mots, on aime créer des images et on aime aussi créer des associations de mots entre eux qu'on appelle les champs lexicaux. On a déjà vu ensemble ce que sont les champs lexicaux parce qu'on en a vu dans Homère. On avait vu les champs lexicaux de la violence, quand le cyclope, par exemple, mange les compagnons d'Ulysse, et bien là, on va avoir des champs lexicaux beaucoup plus positifs du coup, puisqu'on est dans la création du monde ou création poétique. Ces images, on appelle ça aussi des figures de style. Le fait de jouer avec les mots, de placer certains mots à côté d'autres, exprès pour, créer parfois des effets très bizarres, et bien ces effets remarquables, ce jeu avec les mots, c'est ce qu'on appelle les figures de style. Figure de style, c'est un petit peu, comme, on prendrait le mot figure dans, figure de patinage artistique ou figure de gymnastique, vous faites un triple salto, c'est une figure. Et bien si vous mettez, les mots comme ci, comme ça, c'est une figure et on a appelé ça figure de style. Voilà, donc on a brossé à peu près, toute la page 207. Donc à présent, je vais vous emmener dans le recueil et on va remonter tout en haut. Alors, comme introduction, j'ai choisi un texte de Jean-Pierre Siméon. D'ailleurs, votre manuel a aussi pris des textes de lui, que je vais vous lire. La poésie, c'est comme les lunettes. On m'a souvent demandé: «Oh, la poésie, à quoi ça sert?» Avec l'air de dire, sourire en coin: «Mon pauvre monsieur, ne vous donnez pas tant de mal, hein, avec la télévision, le cinéma, le foot et le loto, on a bien ce qu'il nous faut.» Et je ne savais que répondre parce que la poésie, pour moi, a toujours été une chose naturelle comme l'eau d'un ruisseau. Mais j'ai beaucoup réfléchi et aujourd'hui, je sais. La poésie, c'est comme les lunettes. C'est pour mieux voir. Parce que nos yeux ne savent plus, ils sont fatigués, usés. Croyez-moi, tous ces gens autour de vous, ils ont les yeux ouverts et pourtant, petit à petit, sans s'en rendre compte, ils deviennent aveugles. Il n'y a qu'une solution pour les sauver, la poésie. C'est le remède miracle. Un poème et vos yeux sont neufs, comme ceux des enfants.
À propos des enfants d'ailleurs, j'ai aussi un conseil à donner. Les vitamines A, B, C et D ne suffit pardon, les vitamines A, B, C, D, ça ne suffit pas. Si on ne veut pas qu'en grandissant ils perdent leurs yeux magiques, il faut leur administrer un poème par jour, au moins. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. On va lire de la poésie et vous allez avoir l'occasion d'avoir, si vous le souhaitez en tout cas, un poème par jour au moins. Alors, je vous ai rangé, les poèmes dans un ordre, chronologique. Donc, vous voyez, «Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie», par exemple, c'est le premier poème que nous étudierons et c'est le 15e siècle. À côté, je vous ai mis un poème du 16e siècle, que je vais vous lire. Donc, celui de Charles d'Orléans, je ne vous le lis pas parce qu'on va l'étudier, très bientôt, mais celui d'à côté, je vais vous le lire. Je ne vais pas vous lire tous les poèmes, hein, du recueil, mais c'est pour que vous sentiez cette histoire de syllabes, de nombre de syllabes. On lit la poésie, les vers de poésie, pas tout à fait comme on lirait de la prose. Vous allez voir, vous allez trouver un rythme parce que je lis d'une certaine façon qui marque le vers un petit peu, comme si on avait une batterie qui marque bien les pieds et les syllabes. Et vous allez entendre naturellement les rimes à la fin du vers. Vous pouvez suivre la lecture en même temps. Je te salue, ô terre porte-grain, porte-or, porte-santé, porte-habit, porte-humain, porte-fruits, porte-tour, mère, belle, immobile, patiente, diverse, odorante, fertile, vêtue d'un manteau tout damassé de fleurs, passementé de flots, bigarré de couleurs. Je te salue, ô cœur, racine, base ronde, pied du grand animal qu'on appelle le monde, chaste épouse du ciel, solide fondement, des étages divers d'un si grand bâtiment. Je te salue, ô sœur, mère, nourrice, hôtesse du roi des animaux. Tout, ô grande princesse, vit en faveur de toi. Tant de cieux tournoyants portent pour t'éclairer leurs astres flamboyants. Le feu pour t'échauffer sur les flottantes nues tient ses pures ardeurs en arcades étendues. L'air pour te rafraîchir se plaît d'être secou, hors d'un aspre boré, hors d'un zéphyr doux. L'eau pour te détremper de mer, fleuve, fontaine, entrelace ton corps tout ainsi que de veines. Et donc, vous voyez, j'ai mis des points de suspension, ça veut dire que le poème n'est pas fini, il y a beaucoup d'autres vers derrière. Et vous voyez aussi, il n'y a pas de strophe, c'est tout à la suite. Alors, un autre poème de Nicolas Boileau, on est au XVIIe siècle, siècle de Louis XIV. Vous voyez, il s'appelle «L'art poétique». Donc Nicolas Boileau explique dans sa très, très longue poésie, dont c'est un extrait aussi, comment on doit faire un poème si on est, un poète du XVIIe siècle. Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse. Ne vous piquez point d'une folle vitesse. Un style si rapide et qui court en rimant marque moins trop d'esprit que peu de jugement. J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène, dans un pré plein de fleurs lentement se promène, qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux, roule plein de graviers sur un terrain fangeux. Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez. Ajoutez quelquefois et souvent effacez. Alors là, ça mérite une toute petite explication. Donc pas une analyse de texte, mais une explication de quoi ça parle. Donc, Nicolas Boileau donne des conseils à un poète. Travaillez à loisir, ça veut dire travailler autant que vous voulez. Même donc si vous êtes pressé par des choses à faire, des ordres, voilà. Il dit faites de la poésie autant que vous voulez. Par contre, il déconseille la folle vitesse et donc le style rapide. Hein, parce qu'il dira oh, ça va pas être bien votre truc, vous aurez moins d'esprit là-dedans. Et donc ensuite, il fait une longue métaphore, c'est-à-dire une longue image. Il compare la poésie, le vers, à un ruisseau. Il dit j'aime mieux un ruisseau qui se promène lentement dans un pré de fleurs et sur la molle arène, ça veut dire le sable mou. J'aime mieux ce ruisseau, donc tout tranquille, c'est-à-dire un vers
tout tranquille, quelqu'un qui prend le temps vraiment de faire son poème sans se presser. Il préfère ce poète-là, qui ne se presse pas, au poète qui serait comme un torrent débordé. Donc on vous parle le cours du torrent, hein, c'est donc les flots du torrent qui seraient comparables à ceux d'un orage, les flots qui roulent, et qui roulent avec du gravier sur un terrain plein de boue. Voilà, donc il dit en gros, quand on fait de la poésie, on ne se presse pas, on laisse le vers couler tranquillement. Et puis alors là, il y a quelque chose de très contradictoire, hâtez-vous lentement. Donc normalement quand on se hâte, quand on se presse, eh ben, on ne va pas vite du coup. Donc hâtez-vous lentement, il donne cette contradiction, dépêchez-vous, mais dépêchez-vous de ne pas vous dépêcher. Voilà. Ce qui se traduit en latin par festina lente, qui est, une des devises, assez connues. Donc hâtez-vous et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage. Alors là, il s'agit d'une autre métaphore, c'est une métaphore du métier à tisser. Donc le métier à tisser, c'est une grande structure de bois dans laquelle on passe des fils et puis à la fin, ça donne une tapisserie. Donc la tapisserie, c'est l'ouvrage. Donc il dit 20 fois recommencer. Voilà, remettez votre ouvrage sur le métier et recommencez. Donc polissez-le, hein, du verbe polir, repolissez-le, refaites, refaites, refaites. Alors polir, c'est un petit peu, bizarre pour le métier. D'ailleurs, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas le métier à tisser, c'est peut-être un autre métier, un autre outil. En tout cas, ça reste un outil. Voilà, il faut, repolir le poème, le reciseler, le retravailler et ultime conseil avant que j'ai coupé le poème, ajouter quelquefois, ça veut dire peut-être qu'on peut ajouter des vers parfois, souvent effacer. Donc là, Boileau, il dit que souvent les poèmes sont trop longs et trop mal faits et que quand on se corrige soi-même, mieux vaut enlever et ne pas trop ajouter. Donc voilà pour ce très beau poème. Et ensuite, par exemple, on a, Art poétique de Paul Verlaine. Donc Art poétique, vous voyez, c'est une réponse à Nicolas Boileau 2 siècles plus tard. Le titre est quasi identique. Paul Verlaine, c'est un très célèbre, poète du 19e siècle, et qui a donc lui aussi décidé d'enseigner comment on doit faire de la poésie selon lui. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise. Rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne attiédi le bleu fouillis des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou. Tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime? De la musique encore et toujours, que ton vers soit la seule chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux et d'autres amours. Que ton vers soit la bonne aventure, éparse au vent crispé du matin, qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature. Alors de la même façon, je vous explique un petit peu ce que veut dire Verlaine. Donc pardon, comme vous le voyez, de la musique avant toute chose. Donc ce que Verlaine veut dans un poème, c'est la musique du vers, donc des sons, des sonorités. Et pour cela préfère l'impair. Lui, il aime les vers de pied impair, c'est-à-dire juste avant lui, on forgeait surtout des vers de 6, 10, enfin allez, 6, 8, 10 ou 12 syllabes, et lui, eh bien, il dit: mais non, on peut faire 9, on peut faire 11. Pourquoi est-ce qu'on se limiterait à des nombres pairs systématiquement?» Donc voilà, il vante le mérite de ce qui est impair, il vous dit: «C'est plus léger», voilà, sans rien qui pèse ou qui pose. Ensuite, il donne des conseils encore. Choisir les mots.
Alors dans ce qu'on peut choisir comme mot, voilà, on peut parler des beaux yeux, on peut parler du grand jour, on peut parler du ciel d'automne, on peut parler des étoiles, voilà. Voilà les thèmes qu'il aime. Vous voyez, on est vraiment dans la création poétique. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut? Il dit: «On veut de la nuance, pas la couleur, juste la nuance». Donc ça veut dire la nuance, c'est quelque chose de plus léger, de plus subtil. Donc on va pas colorier avec un gros rouge vif. Non, 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 non. On va mettre des petites nuances de rouge. Il faut que ce soit, léger et beau. Là, il parle de rêve, il parle de sonorité, donc seule la nuance, donc cette légèreté va pouvoir, donner, une alliance entre le rêve, la flûte, le corps, donc tout ça, c'est le rêve, c'est l'image, tout ce qui arrive dans notre tête quand on rêve. La flûte et le corps, c'est la fameuse musique qu'il aime dans ses poèmes. Donc tout ça, c'était les conseils de ce qu'il fallait faire. Et après, c'est les conseils de ce qu'il ne faut pas faire. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel, le rire impur, etc. Donc il ne veut pas que dans les poèmes, on en profite pour faire des règlements de compte avec d'autres poètes. Et ça se faisait beaucoup au XVIIe et au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle notamment avec un certain Voltaire. Donc Verlaine dit: La poésie, c'est pas pour les règlements de compte», et il traite ça de ail de basse cuisine. Je vous rappelle que le mot ail, l'ail c'est très bon, mais c'est puissant comme, comme goût, donc c'est pas considéré comme quelque chose de très fin. Prends l'éloquence et tords-lui son cou. Donc pareil, on n'est pas en train de faire un poème pour expliquer quelque chose de très compliqué. On fait pas d'éloquence, on fait pas une démonstration. Alors il est peut-être un tout petit peu en train de faire une démonstration, lui, de comment on fait un poème, mais c'est quand même pas une démonstration de, A plus B, pourquoi on doit partir en guerre ou pas partir en guerre, par exemple, contre les Prussiens, au XIXe siècle. Alors il dit aussi: «Bon, la rime, on va la sagir un peu, hein. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où?» Parce qu'il y avait des gens qui étaient des champions des rimes les plus longues du monde, et donc Verlaine dit: «Non, mais la musique, oui, la rime, oui, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas là pour faire, des rimes trop compliquées». C'est ce qu'il dit aussi, ici. Alors ne soyez pas choqués par le mot nègre. Au XIXe siècle, c'est la façon, commune de dire un noir. Donc voilà, il y a pas de choses racistes là-dessous. Il parle juste, d'un esclave noir qui forgerait, des bijoux. Voilà, c'est à recaser dans le contexte du XIXe siècle, hein. On a encore une métaphore, comme celle de Boileau avec le métier, la lime, et cetera. Donc il revient à la fin sur la musique, et il dit que son vers, voilà, doit être comme un vers qui dit la bonne aventure, c'est presque, un vers capable de prédire l'avenir, un vers magique, et tout le reste est littérature, ce qui veut dire: «Et le reste, ça ne m'intéresse pas». C'est une façon de dire ça de façon, humoristique. Voilà, j'arrête mes lectures pour aujourd'hui. Il y a d'autres, poèmes encore en dessous que j'aurai l'occasion de vous lire, dans la vidéo de mardi. Donc pour mardi, vous apprenez le cours, de cette page 207, ce qui est donc, en caractère gras. Vous retenez, ce qu'on a dit dans cette vidéo, et ça ira très bien. Et bien du coup, je vous souhaite une bonne journée. À demain en vidéo.